Le mécanisme d'ouverture de la pyramide de Khéops. Auteurs Philippe Lheureux et Stéphanie Martin. Outre l'énigme de sa construction, la pyramide de Khéops recèle bien d'autres mystères, notamment en ce qui concerne son architecture interne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le rôle des 5 plafonds successifs qui coiffent la chambre du roi. La question est d'importance, car le granit utilisé venait de carrières situées à près de 1000 km de la pyramide, et certaines poutres dépassent les 60 tonnes. Ce dispositif devait donc forcément avoir une grande importance pour les constructeurs. À nous de le retrouver. Malheureusement, parmi les nombreuses explications fournies par les égyptologues, aucune ne semble tenir la route. Au départ, cette structure était censée représenter un djed symbolique. Mais manque de chance pour cette hypothèse, non seulement le djed était invisible et inaccessible, mais de plus, il comportait 5 niveaux au lieu de 4. Ensuite, il a été dit que cette structure servait à rehausser les chevrons afin qu'ils supportent moins de poids. C'est logique, mais les chevrons de la chambre de la reine s'en sortent très bien, tout en supportant beaucoup plus de poids que ceux de la chambre du roi. Dernière hypothèse en date, parmi celles qui peuvent sembler plausibles, la rehausse des chevrons permettait que la poussée qui en résulte n'endommage pas la grande galerie. C'est vrai aussi, mais il suffisait simplement d'éloigner légèrement la chambre du roi vers le sud pour éviter le problème, ce qui, au passage, était quand même beaucoup plus simple que de faire parcourir 1000 km à des poutres de 60 tonnes. Pour simplifier, j'ai réalisé une coupe schématique transversale de la chambre du roi avec un seul conduit visible. C'est cette coupe qui me servira de modèle pour démontrer à quoi servaient réellement les 5 plafonds. Dans un premier temps, vous pouvez constater que la voûte en chevron calcaire décharge la chambre du roi et les 5 plafonds situés sous elle du poids des niveaux supérieurs. Les 5 plafonds, appelés à tort chambres de décharge par les égyptologues, ne déchargent en fait rien du tout. Ils ne font que rajouter du poids sur le premier plafond de la chambre. Alors, pourquoi enlever du poids avec des chevrons pour ensuite en rajouter avec des poutres ? Ce n'est quand même pas la momie avec ses petits bras musclés qui risquait de soulever le plafond. Voici à quoi aurait dû ressembler la chambre si le but était de réaliser un tombeau avec un plafond plat. Dans ce cas de figure, aucun risque de fissuration des poutres, car elles sont simplement posées sur les murs de la chambre. Des poutres plus légères auraient aussi pu être utilisées, et si la proximité de la grande galerie posait un problème, il suffisait d'éloigner légèrement la chambre du roi vers le sud pour y remédier. À titre de comparaison, la chambre de la reine est située au bout d'un couloir étroit, et ça n'a pas posé de problème. De plus, en éloignant légèrement la chambre vers le sud, elle aurait eu moins de poids à supporter du fait de la forme pyramidale. Les constructeurs le savaient, nous le savons, et pourtant ils ont opté pour une solution beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Sur cette coupe longitudinale de la chambre du roi, nous pouvons remarquer plusieurs éléments intéressants permettant d'y voir plus clair en ce qui concerne la volonté réelle des constructeurs. Tout d'abord, les 2 plafonds les plus bas sont les mieux finis. Le premier comporte 9 poutres, alors que le second n'en comporte que 8, sur une longueur légèrement supérieure à celle de la chambre du roi. Même si elles sont légèrement moins hautes, on peut en déduire que les poutres du second plafond sont plus lourdes que celles du premier. On ne le voit pas sur cette coupe, mais les relevés de Gilles Dormion dans son livre La chambre de Khéops indiquent que seuls les 2 plafonds les plus bas ont des joints garnis entre leurs poutres. Les 3 autres plafonds ont leurs poutres posées côte à côte, sans joints. Posons-nous la question. Quel intérêt les constructeurs avaient-ils de réaliser des joints au plafond de la chambre de Davison ? Alors la chambre de Davison, c'est le nom que les égyptologues ont donné à l'espace vide situé juste au-dessus du plafond de la chambre du roi. Dans l'hypothèse tombeau, cette chambre était inaccessible et invisible, car, toujours selon ces mêmes égyptologues, le passage qui relie cette chambre à la grande galerie a été creusé après la découverte de fissures dans le but de vérifier si la structure tenait, s'il y avait un éventuel problème. Donc on se demande d'ailleurs comment ils auraient pu réaliser des joints en plafond de cette chambre sans avoir un tunnel pour sortir. Ça pose un gros problème pour le dernier joint. On voit mal d'ailleurs pourquoi les constructeurs auraient été rajouter des joints entre les poutres après la découverte de fissures, alors qu'ils n'ont même pas pris la peine de nettoyer les bavures au plafond de la chambre du roi ou de mettre du plâtre dans des fissures qui étaient clairement visibles au sol de la chambre de Davison. En toute logique, du fait de la présence de joints entre les poutres du deuxième plafond, on peut en déduire que le fameux passage existait dès l'origine de la construction et qu'il n'a pas été creusé dans le but d'aller vérifier une éventuelle fissuration des poutres. Je vous invite à lire le chapitre « Les constructeurs ont-ils vu les fissures au plafond de la chambre du roi ?» sur le site consacré à notre théorie. Vous constaterez vite, comme nous, que les égyptologues peuvent se tromper et que les fissures sont apparues suite aux fouilles des premiers explorateurs.
Mais revenons à cette coupe qui comporte d'autres éléments intéressants et apparemment contradictoires. À première vue, les constructeurs ont voulu faire une économie d'énergie en réalisant la taille de leur poutre uniquement sur 3 faces. Ne perdez pas de vue que celle-ci venait de carrières situées à près de 1000 km de la pyramide, et maintenant regardez la poutre repérée par un carré jaune. Celle-ci est 2 fois moins haute que la plupart des poutres des autres plafonds, et elle a parfaitement résisté au temps. S'ils l'ont posée, c'est qu'ils savaient qu'elle n'allait pas poser de problème, et qu'une poutre d'1 mètre de hauteur en granit supporterait facilement son propre poids. Il faut savoir que les calculs actuels démontrent qu'une poutre en granit de 50 cm de hauteur aurait parfaitement résisté. Bon, ils n'avaient pas d'ordinateur, mais à partir du moment où ils ont posé une poutre de 1 mètre en considérant qu'elle résisterait, pourquoi avoir volontairement surdimensionné la hauteur des autres poutres? D'un côté, on note une volonté d'économie d'énergie avec la taille des poutres sur 3 faces, et de l'autre, un vrai gaspillage en les surdimensionnant. Il faut savoir que ce surdimensionnement se répercute sur le transport, sur la taille et sur la mise en place. On peut donc en déduire soit que les constructeurs n'avaient aucune suite dans les idées, soit qu'ils avaient une très bonne raison de mettre autant de poids de granit au-dessus de la chambre du roi. Pour une simple rehausse, des poutres d'1 mètre de hauteur auraient largement suffi, et pour éviter d'endommager la grande galerie, il suffisait d'éloigner légèrement la chambre du roi vers le sud. Ce qu'il faut chercher maintenant, c'est une raison technologique qui fait qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que ce qu'ils ont réalisé. Même si un seul conduit est représenté sur notre coupe schématique, les constructeurs en ont réalisé 2 qui arrivent face à face en partie basse de la chambre. La première idée qui vient à l'esprit quand on voit ce genre de conduit, c'est évidemment d'y verser de l'eau. Mais ne pensez pas que l'eau versée dans les conduits calcaires va s'infiltrer dans la masse de la pyramide avant d'atteindre la chambre, car le calcaire est une roche parfaitement étanche, et en plus les constructeurs ont prévu des joints. Examinons cette hypothèse qui à première vue peut paraître farfelue pour 2 raisons. La première, si la chambre est bien une chambre funéraire, cela noierait la momie et le mobilier. Mais dans ce cas, pourquoi avoir pris le risque de faire communiquer la chambre avec l'extérieur? La seconde concerne la difficulté d'accès aux orifices extérieurs pour y verser de l'eau. Même si le calcaire de façade est une roche tendre, sur laquelle il est facile de fixer un échafaudage, certains se plaignent déjà de n'avoir que de l'eau à monter dans des seaux, alors que les constructeurs, eux, ont monté la totalité des pierres de la pyramide. Revenons à notre coupe schématique. Si l'on verse de l'eau dans l'un ou l'autre des conduits, la chambre va donc se remplir progressivement, tout en emprisonnant l'air situé au-dessus du niveau bas des conduits. Celui-ci va donc se comprimer au fur et à mesure que le niveau de l'eau va s'élever. Suivant la loi de Blaise Pascal, qui est un physicien français, la pression maximum possible sur le plafond de la chambre est dépendante de la hauteur de colonne d'eau entre l'orifice extérieur et le niveau haut de l'eau dans la chambre. En cas de remplissage total des conduits, cette hauteur est de 34 mètres, ce qui correspond à une pression de 3,4 bars, ou plus concrètement à 34 tonnes par mètre carré. Suivant la loi de Mariotte, il resterait environ 1 mètre d'air comprimé à cette pression dans le haut de la cuve. L'eau ne toucherait donc pas les poutres, mais la pression s'exercerait sur elles par l'intermédiaire de l'air comprimé. Rapportée à la surface du plafond en contact avec cet air, cette pression soulève 1867 tonnes. Or, si nous regardons le poids du premier plafond, en prenant en compte une densité du granit d'environ 2,5 tonnes par mètre cube pour tenir compte des joints, il ne fait que 456 tonnes. Rappelez-vous aussi qu'étant donné que les chevrons déchargent la structure du poids des étages supérieurs, il y a lieu de considérer la chambre comme étant à ciel ouvert. Le plafond se soulèverait donc bien avant le remplissage complet de la chambre. Posons-nous la question, comment couvrir une cuve dont la pression interne peut monter jusqu'à 34 tonnes par mètre carré? Eh bien, tout simplement en rajoutant intelligemment du poids sur les appuis des poutres du premier plafond. En rajoutant un deuxième plafond, on obtient un poids de 911 tonnes. Il manque 956 tonnes pour compenser la poussée de l'air comprimé. Rajoutons un troisième plafond, nous obtenons 1375 tonnes. Il manque encore 492 tonnes pour compenser les effets de la pression. Avec le quatrième plafond, nous arrivons à 1805 tonnes. Il ne manque plus que 62 tonnes pour compenser la poussée. Ce n'est qu'avec le dernier niveau que l'on permet à l'ensemble des poutres d'éviter de se soulever, avec un excédent de poids de 355 tonnes. Vous commencez maintenant à comprendre pourquoi les constructeurs ont opté pour des poutres surdimensionnées. Elles étaient simplement plus lourdes, car ce qui compte pour lutter contre la pression, c'est avant tout de mettre assez de poids sur le premier plafond. Maintenant, posons-nous la question. Avec une telle pression, que se passerait-il en cas de fuite d'un des joints du plafond? L'air comprimé s'échapperait dans la chambre située juste au-dessus, et le niveau de l'eau monterait jusqu'au plafond de la chambre du roi. La pression chuterait légèrement, passant de 34 tonnes par mètre carré à 33 tonnes par mètre carré,
Mais rappelez-vous que la surface de la chambre de Davison est aussi légèrement plus grande que celle du roi. On obtiendrait maintenant dans la chambre de Davison une poussée de 1985 tonnes sur un plafond qui ne pèse plus que 1690 tonnes. Toute la structure se soulèverait car il manque 295 tonnes de granit pour compenser les effets de la pression. La solution pour éviter le soulèvement de la structure est simple. Il faut permettre à l'air comprimé de se décompresser et à l'eau de s'évacuer. On a donc obligation de réaliser une soupape de sécurité en créant un passage qui relie la chambre de Davison à la grande galerie. Avec ce passage, l'air comprimé ne peut plus s'accumuler dans la chambre de Davison et la structure est protégée. Voilà aussi la raison de la présence de joints en plafond de la chambre de Davison. C'était le dernier endroit où l'étanchéité était nécessaire. Je ne sais pas qui étaient exactement ces gens qui ont pensé à ça il y a 4500 ans, mais je leur tire mon chapeau. Il faut savoir qu'on ne construit pas une chambre destinée à servir de tombeau comme une chambre destinée à résister à une pression hydraulique de 39 tonnes par mètre carré. Pour la pression, il faut prendre certaines précautions afin d'éviter la destruction de la chambre. Nous venons de voir comment les constructeurs ont résolu le problème de la pression qui s'exerçait sur le plafond en rajoutant intelligemment du poids sur le couvercle et en réalisant une soupape de sécurité. Mais qu'en est-il de la pression encore plus importante qui s'exerce sur les murs ou sur le sol ? À première vue, aucun problème, car ceux-ci sont maintenus par la masse de la pyramide qui les entoure. Enfin, sauf à un endroit précis qui concerne l'entrée de la chambre. En effet, derrière cette entrée se trouve un espace vide lié à la présence de l'antichambre ou chambre des herses. Les pierres situées devant l'antichambre risquent donc de s'enfoncer. Si les constructeurs de cette pyramide ont vraiment conçu la chambre du roi pour qu'elle reçoive un jour de l'eau, ils doivent forcément avoir prévu un dispositif au-dessus de son entrée pour protéger l'antichambre des effets de la pression. Vous êtes d'accord avec moi, un tel dispositif ne servirait strictement à rien dans le cadre d'un tombeau. Regardons maintenant au-dessus de l'entrée de la chambre. J'ai matérialisé en jaune l'énorme linteau de 2,56 m d'épaisseur qui permet de renvoyer les efforts de la poussée de l'eau de chaque côté de l'antichambre. Il s'agit en fait de deux énormes pierres de 1,28 m d'épaisseur posées l'une derrière l'autre. Ne trouvez-vous pas étrange que les constructeurs ont fait encore une fois de plus ce qu'il fallait faire pour lutter contre les effets de la pression ? En résumé, ils ont construit deux conduits étanches pour amener l'eau dans une chambre en granit. Ils les ont fait de telle sorte que ces conduits arrivent en partie basse afin d'emprisonner de l'air lors du remplissage. Cet air qui va se comprimer lors de la mise en eau avait en fait trois fonctions. La première, garder le plafond hors d'eau. La deuxième, permettre une pression supérieure avec moins d'eau. Et la troisième, servir de réserve de pression dans le cas où une pierre ou le sol de la chambre viendrait à s'enfoncer. Ils ont lesté intelligemment le plafond de la chambre pour éviter qu'il se soulève. Ils ont réalisé une soupape de sécurité pour protéger la structure d'une fuite éventuelle. Et ils ont protégé l'antichambre des effets de la pression. Alors, me direz-vous, à quoi cela peut-il servir de faire monter la pression dans une chambre en granit ? Tout simplement, à enfoncer une pierre munie d'un trou sous un conduit contenant du sable. Mais encore faut-il qu'il existe une pierre située en partie basse de la chambre, là où la pression hydraulique est la plus importante, et que cette pierre soit munie d'un linteau pour pouvoir coulisser. Cette pierre devra de plus être située sur le mur nord et tomber pile en face d'un éventuel conduit vertical matérialisé par une marque carrée visible en plafond de la chambre souterraine. Cette pierre existe-t-elle ? Oui, et je l'ai repérée en rouge sur la vue du mur nord. Étonnant, non ? Si cette partie de notre théorie vous a intéressé, vous pouvez la retrouver en intégralité sur notre site www.khéops.biz ou dans notre livre « Le mécanisme d'ouverture de la pyramide de Khéops ». Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.